Bonjour à toutes et à tous, la bienvenue au JT de 8 heures. Plus de fêtes, plus de petits boulots, plus de rencontres dehors ou sur les bancs de la faculté, mais des cours à distance et des examens dont l'organisation dérape gravement. Le Covid touche relativement peu les enfants et les jeunes dans ses formes graves, mais les conséquences de la pandémie les frappent également en affectant leur santé psychologique, leur apprentissage et leur niveau de vie. La crise a imposé à tous l'enseignement à distance. Les mesures visant à maintenir la continuité pédagogique lors du premier confinement ont souligné les inégalités d'accès aux outils informatiques et les sous-investissements technologiques de l'éducation nationale. Le Covid a entravé même les voyages scolaires, les voyages d'études à l'étranger, les fêtes scolaires et bien d'autres projets qui rendaient les journées à l'école agréables pour les élèves. Les taux d'abandon scolaire dû au Covid a considérablement augmenté. Aujourd'hui, en Italie, un élève sur 4 risque d'abandonner l'école. Le Covid a également augmenté les troubles d'apprentissage et plus encore les troubles psychologiques, comme les attaques de panique, l'anxiété et les troubles de l'alimentation ont connu une forte augmentation, notamment chez les jeunes. Après ces 2 ans de pandémie, tout le monde s'attendait à un retour à la normalité. En revanche, nous devons affronter une guerre aux portes de l'Europe. Elle va porter beaucoup de problèmes à l'économie et aux citoyens ukrainiens. Plus de 4 millions de personnes ont abandonné l'Ukraine pour aller dans d'autres pays comme l'Italie, la Pologne et la Moldavie. Qu'est-ce qui a déclenché cette guerre? Et maintenant, des témoignages directs. Giulia Schiff, ancien pilote de l'armée de l'air, est active depuis le début de la guerre pour se battre comme volontaire dans les forces spéciales de la Légion internationale en Ukraine. Elle est partie vers la fin du mois de mars et a été la témoin d'un reportage sur la guerre de l'émission italienne Les Iene. Il s'agit d'un reportage détaillé de la guerre, de la vie des soldats et de leur organisation au sein de différentes bases militaires. Encore aujourd'hui, c'est la seule femme présente dans l'armée corps et malheureusement, ces prises de vue ont été interrompues parce qu'elles contiennent des informations trop sensibles et confidentielles. La plus grande discrétion sur la guerre et les épisodes de désinformation ne nous permettent pas de bien connaître les événements qui se produisent et ce n'est que grâce à des envoyés comme Giulia que nous pouvons accéder à des informations plus sûres. Giulia, comme on le voit en direct, risque, selon la Farnesina, une peine pour s'être enrôlée dans l'armée ukrainienne, ce qui s'est révélé faux. La guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine a des origines très anciennes, bien que l'attaque militaire ait commencé à la mi-février. Le président russe Vladimir Poutine avait en effet déjà déployé en décembre 100 000 hommes à la frontière russo-ukrainienne, avec des avions de support terrestre et de nombreux navires entourant l'Ukraine. Cependant, l'histoire de cette guerre remonte à 2013, lorsque des manifestations contre le gouvernement philorusse, appelé Euromaidan, ont commencé en Ukraine. Le gouvernement était présidé par Viktor Yanukovych, qui a dû fuir et quitter l'Ukraine. Quelques jours plus tard, à cause des mêmes manifestations, la crise en Crimée a éclaté. La Crimée est une région d'Ukraine où 60% de la population se qualifie d'ethnie russe et donc contre les manifestations pro-européennes. Ici, un groupe de personnes a fait éruption dans la capitale de la Crimée, Simferopol, en occupant le Parlement, en élevant des drapeaux russes et en faisant entrer les troupes russes qui ont bloqué les routes et les aéroports. On ne connaît pas bien les causes de cette invasion, mais Poutine considère l'intervention militaire comme la réponse aux demandes d'aide du président Viktor Yanukovych. Mais parmi les causes les plus dangereuses, il y a l'idée de créer une Ukraine divisée en fédérations qui ne font pas partie de l'OTAN, ou celle de vouloir revenir à union d'États avec à la tête la Grande Russie. Le but principal de Poutine est donc de ramener l'Ukraine sous l'influence de Moscou. Peu après le début de la crise en Crimée, la Russie a également alimenté une révolte armée séparatiste dans la région du Donbass, à la frontière russo-ukrainienne. Ici, les rebelles pro-russes ont proclamé 2 républiques autonomes, Donetsk et Lugansk. Le conflit dans cette région, qui n'a pas encore été résolu, a été l'un des plus enflammés depuis le début de la guerre et a déjà coûté la vie à plus de 14 000 personnes. Vladimir Poutine reprend l'attaque en décembre 2021, justifiant le déploiement d'hommes comme une opération militaire. Comme il avait été prévu, le 24 février 2022 a commencé officiellement l'invasion russe de l'Ukraine. Dans toute l'Italie et à Parme aussi, les élèves ont participé à la grève dans plusieurs lycées. Les jeunes manifestent pacifiquement pour obtenir des établissements plus modernes et plus sûrs, plus de services pour la soutien psychologique et pour les équipements.
C'est pourquoi on proteste aussi contre les décisions du gouvernement d'envoyer de l'argent pour la guerre en Ukraine. Nos envoyés nous expliqueront la situation. 10 ans se sont écoulés depuis la dernière occupation d'un établissement d'enseignement supérieur dans notre ville. Dans les sillages des occupations dans d'autres villes, de Bologne à Florence, de Milan à Rome et même à Parme, les étudiants décident de mettre en place cette forme de révolte. Le 19 mars, à partir de 8 heures du matin, les élèves du lycée Marconi ont commencé à couper l'école pour faire entendre leur voix et demander un système scolaire plus moderne et plus attentif aux besoins des jeunes générations. Cette occupation a duré jusqu'à 21 mars à 12h40. Pendant ces jours, les élèves dormaient à l'école, tandis que le matin, ils se rendaient au gymnase de l'école afin de ne pas interrompre les services publics et donc les cours réguliers pour ceux qui n'avaient pas adhéré. Nous avons voulu rencontrer un des leaders de cette occupation, Sébastien. Organisé par le collectif MO ou le collectif Marconi, il a été fondé en septembre et regroupe principalement des jeunes de Marconi qui souhaitent une école plus juste et solidaire. Le but de l'occupation a été écrit très clairement sur un document envoyé ensuite au proviseur et comporte 14 points que nos élèves pensent pouvoir revendiquer pour améliorer la qualité de notre école. Les représentants de l'Institut ont décidé de ne pas s'exprimer, ni pour ni contre l'occupation. Nous n'avons donc pas eu beaucoup de coopération de leur part. La presse dei professori sono stati collaborativi. Le principal était hostile au début, puis s'est calmé et nous a aidé à poursuivre nos activités. La plupart des garçons étaient impliqués. Nous avons organisé diverses activités également avec le centre d'études du mouvement sur les mouvements des étudiants à Parme. En fait, certains points que nous avons réclamés ont été remplis et nous avons trouvé beaucoup de participation. D'autres sont plus difficiles à atteindre et nous avons encore beaucoup de travail à faire. La plupart des Italiens pratiquent du sport. Même les écoles organisent beaucoup de compétitions. Par exemple, le lycée Marconi de Parme a participé à des tournois de volley-ball, de badminton, de tennis de table et aussi des compétitions d'athlétisme. Mais on dit que les élèves suivant des cours difficiles et exigeants n'ont pas le temps de faire du sport. Est-ce vrai? On écoute ce qu'il en pense. Je m'appelle Jaco, je fais du tennis et je le fais 2 fois par semaine. Je suis Jacopo Gandini, je fais du foot et je le fais 3 fois par semaine. Bonjour à tous, ma collègue et moi nous avons fait une recherche sur le nombre d'élèves du cours ESABAC du lycée scientifique Marconi qui pratiquent du sport. Nos données montrent que dans une classe de 13 personnes, seulement 3 personnes ne pratiquent pas de sport. Nous pouvons donc dissiper le mythe d'un cours qui demande aux jeunes une sorte de consécration totale aux études. Parmi ceux qui pratiquent du sport, c'est surtout le football qui prévaut. À suivre, le volley et le tennis. Et pour finir, la natation, l'athlétisme et la danse. On remarque que 10% pratiquent l'athlétisme, la danse, la natation, 20% le volley et le tennis et 30% le football. Cela nous montre qu'il est tout à fait possible d'étudier et de faire du sport. Il ne suffit que d'un peu d'organisation. La crise du Covid-19 a démontré le rôle essentiel des femmes dans les sciences. Les chercheuses ont en effet été les protagonistes de nombreux progrès et découvertes dans la lutte contre la pandémie. Mais aujourd'hui, encore seulement 33% des chercheurs sont des femmes. Même dans d'autres facultés, les femmes sont beaucoup moins que les hommes. Nos envoyés expliqueront mieux la situation des femmes dans le domaine des sciences. La crise de la COVID-19 a démontré encore une fois le rôle essentiel des femmes et des jeunes filles dans les sciences. Les chercheuses ont été à l'origine de nombreuses avancées décisives dans la lutte contre la pandémie et à la mise au point des tests de diagnostic et des vaccins. Les stéréotypes de genre et les inégalités entre les sexes continuent d'empêcher de nombreuses filles et femmes d'entreprendre et de poursuivre une carrière scientifique partout dans le monde.
L'édition de 2020 du rapport de l'UNESCO sur la science montre que seulement 33% des chercheuses sont des femmes. Le 11 février est la journée mondiale des femmes et des filles dans les sciences. Elle a été instituée en 2015 et sert à se rappeler de toutes les femmes qui ont été importantes dans les domaines scientifiques, mais aussi à encourager les jeunes filles de tout âge à se concentrer sur une matière qui était essentiellement masculine. Depuis 5 ans, la municipalité de Milan dédie chaque avril à STEAM in the City. L'objectif est de promouvoir l'accès de filles aux études technoscientifiques. L'outil est une plateforme gratuite où assister à des cours et des formations dans le domaine STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, tels que webinaires de codage, langage de programmation informatique et participer à des réunions de conférences avec des modèles. Malgré tous les stéréotypes de l'histoire, de nombreuses femmes ont réussi à entreprendre avec succès un parcours de type scientifique, comme dans le cas de Marie Curie. Maria Sklodowska-Curie est née à Varsovie, en Pologne, en 1867. Elle a étudié à la Sorbonne, où a étudié la physique, la chimie et la mathématique. En 1893, elle est diplômée en physique et devient la meilleure étudiante du cours et l'an suivant, classée 2e en mathématiques. Elle consacra ses premières recherches aux propriétés de l'uranium et inventa elle-même le terme de radioactivité. Avec son mari Pierre Curie, physicien français, elle découvre de nouveaux éléments. La radium, un métal radioactif qu'elle a elle-même expérimenté pour la première fois dans la thérapie de tumeurs, et la polonium. À cette époque, en France, elle connut l'intolérance et l'antisémitisme. Et en tant que femme étrangère, son élection à l'Académie de France lui fut refusée. En 1903, Marie Curie et son mari reçoivent le prix Nobel de physique. Le couple déclare qu'il n'a pas besoin de médaille, mais du laboratoire pour poursuivre leurs recherches. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie construit une unité Rayonnex qu'elle déplace près d'un front avec sa fille Irène pour vérifier la gravité des blessures des soldats. En 1907, après la mort de son mari, Marie Curie a reconnu le titre de professeur à la Sorbonne. En 1911, elle a reçu le 2e prix Nobel, mais cette fois pour la chimie. C'est un événement rare et un honneur pour elle. Enfin, elle est morte en 1934 de leucémie, usée par les radiations émises par les matériaux qu'elle avait utilisés pendant des années. Le 23 mai, on a célébré le 30e anniversaire de la mort de Falcone et Borsellino, 2 hommes qui ont combattu toute leur vie contre la mafia. Nos envoyés nous expliqueront mieux les événements organisés dans toute l'Italie en leur honneur. Une des plus grandes personnes qui ont combattu contre la mafia est certainement Giovanni Falcone. C'était un magistrat qui a aidé l'État dans la guerre contre la mafia. La chose la plus importante qu'il a fait est sûrement le Maxi Process qui a eu lieu en 1986 à Palerme et qui a impliqué plus de 475 imputés. À cause d'un attentat ordonné par le chef de Casa Nostra, Salvatore Rina, Giovanni Falcone a été assassiné le 23 mai 1992 avec sa femme et son escorte. Le 23 mai, on célèbre la journée mondiale contre la mafia à la mémoire de l'anniversaire de la mort de Giovanni Falcone. Il y a 30 ans, il a été tué et personne ne l'oublie pas. Par exemple, beaucoup d'élèves se sont intéressés à la vie de ces grands hommes. Ces héros qui sont engagés dans la lutte contre la mafia jusqu'à mettre en danger son existence. Au lycée Marconi de Parme, les élèves ont réalisé le projet de la rédaction d'un livre, Coup les paroles, qui a été présenté le 20 mai à Palerme. À ce projet a participé notre copine Silvia Poletti, à qui nous allons maintenant poser des questions. Qu'as-tu fait dans les cours d'écriture créative? Nous avons travaillé sur la création d'un livre composé de diverses nouvelles sur le thème de la légalité. Qu'as-tu appris de ces cours? J'ai appris de nouvelles choses sur les méthodes d'écriture et j'ai découvert des histoires de personnages que je ne connaissais pas. Raconte-nous ton conte dans le livre. J'ai raconté l'histoire de Peppino Impastato du point de vue de sa mère. Peppino était un journaliste italien qui a été assassiné pour avoir dénoncé les activités de la mafia dans son village. À qui conseilles-tu ce livre?
Je recommande la lecture de ces livres à tous, petits et grands. Penses-tu que c'est une expérience importante? Pourquoi? Oui, c'était une expérience importante. Je pense que tout le monde devrait connaître les histoires des personnages de notre livre et je pense que c'est encore plus important de parler de la mafia à l'école. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus connectés les uns aux autres grâce à l'utilisation d'Internet, surtout les ados qui sont dépendants de leurs outils informatiques. Ceci a de nombreuses conséquences que notre envoyé va nous expliquer. Les adolescents se connectent de plus en plus sur Internet pour plusieurs raisons. Par exemple, faire une recherche pour l'école, chatter avec ses amis, écouter de la musique, regarder des vidéos. Et pourtant, cet usage massif, même s'il présente beaucoup d'avantages, c'est-à-dire on peut contacter nos amis, on peut découvrir de nouvelles choses dont on n'avait aucune idée, mais il n'est pas dépourvu d'inconvénients. Les jeunes qui passent trop de temps sur Internet peuvent perdre contact avec la réalité. Par exemple, au Japon, il y a les phénomènes des hikikomori. Il s'agit de jeunes qui ne veulent plus sortir de la maison et souvent même pas de leur chambre. Ils passent tout le temps à naviguer et chatter, mais ils refusent tout contact réel. Parfois, les parents sont même obligés de leur émaner la nourriture dans leur chambre. Ils arrivent à avoir peur de la lumière du jour. Quelquefois, ce sont seulement des psychologues qui vont chez eux, qui réussissent à faire un trou dans leur carapace, mais ce n'est pas facile. Un autre problème est celui du harcèlement sur les réseaux sociaux. Par exemple, des jeunes qui sont timides ou qui ont une personnalité fragile peuvent devenir des boucs émissaires de leurs camarades qui déversent sur eux leur colère. Leur violence est gratuite. Un autre problème encore, c'est le phishing. Cette technique consistait à usurper l'identité d'une autre personne. Pour résoudre tous ces problèmes, il faut adopter plusieurs solutions. Dans le cas des hikikomori, il faut s'adresser aux psychologues, aux médecins compétents. Si vous êtes victime d'harcèlement ou de moqueries sur Internet, il faut s'adresser aux adultes et vos parents, vos profs qui vous donneront de bons conseils et dans les pires des cas, ils appelleront la police postale. Si vous passez toute la journée sur Internet et vous n'avez pas d'amis, éteignez un peu l'ordinateur et sortez faire une promenade ou du sport ou inscrivez-vous dans quelques associations pour socialiser. Prochain rendez-vous au JT de midi. Merci pour l'attention.